Nous avions 15 ans lorsque nous avons vu ces images à la télévision un jour d'avril 1994. Ces images de barbarie semblaient incompréhensibles. Des Africains se battaient à coups de machette et on nous parlait de haines ancestrales, de massacres interethniques, de guerres tribales. Nous avions 15 ans et nous ne comprenions pas que cette histoire était aussi la nôtre. Pourtant c'était un génocide et il avait lieu sous nos yeux. Quelques années plus tard, nous avons entendu les premières accusations portées contre l'État français. La France semblait avoir joué un rôle dans cette histoire. Certains parlaient même de complicité. Nous avons voulu en savoir plus. Ce film raconte le dernier génocide du XXe siècle. Au Rwanda, il ne s'agissait ni de barbarie ancestrale, ni d'une soudaine explosion de violence, mais d'une histoire politique et moderne. Ces hommes qui massacrent leurs voisins sont avant tout des êtres humains. Nous avons voulu comprendre ce qui était arrivé à l'humanité dans les collines du Rwanda. La haine raciale qui guidait les auteurs du génocide ne date pas de la nuit des temps, mais trouve son origine à la fin du XIXe siècle. Alors que le racisme moderne et ses théories pseudo-scientifiques naissent en Europe, des explorateurs allemands pénètrent au Rwanda, le dernier territoire inexploré d'Afrique. Ils y découvrent une société centralisée divisée en deux groupes, les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis sont minoritaires et constituent une aristocratie qui domine la majorité Hutu. Mais la frontière entre les deux groupes n'est pas absolue. En montant dans la hiérarchie sociale, un Hutu peut devenir Tutsi. Habités par leur théorie raciale, les colons allemands puis belges vont transformer ces deux groupes en deux races distinctes. Ils façonneront ainsi chez les Rwandais eux-mêmes une conscience raciale jusque-là inexistante. Les Rwandais eux-mêmes, pour la couche instruite, qui était petite, mais enfin qui existait dans les séminaires ou dans les écoles d'auxiliaires de la colonisation, eh bien les Rwandais ont eux-mêmes, cette élite instruite, a appris qu'il y avait les uns et les autres, la race supérieure et la race inférieure. Et c'est cela surtout qui fait le tournant de la colonisation. Les colonisateurs n'ont pas inventé les Hutus et les Tutsis, mais ils ont donné à ce clivage social une allure raciale. Les colons belges se sont longtemps appuyés sur l'aristocratie Tutsi pour contrôler le pays. Mais lorsque dans les années 50, l'élite Tutsi est gagnée par les idées indépendantistes, les Belges favorisent l'émergence d'un mouvement Hutu. Ce mouvement aboutit en 1959 à la révolution sociale Hutu. Concrètement, des leaders Hutus renversent la monarchie Tutsi et s'emparent du pouvoir. Ce qui me frappe dans cette période, c'est qu'on aurait pu imaginer une révolution sociale au sens strict, c'est-à-dire d'abolition des discriminations et des privilèges. On assiste au contraire à une sorte de retournement de veste, si on peut dire, à la place du pouvoir Tutsi, un pouvoir Hutu. Et ce que demandent d'ailleurs les révolutionnaires Hutus, ce n'est pas l'abolition de ces catégories fonctionnant de façon injuste, c'est leur maintien, mais au profit des Hutus et avec un argument qui est l'argument numérique, l'argument majoritaire. Et la terminologie vraiment fondamentale du mouvement Hutu va être le peuple majoritaire. Il y a plusieurs expressions, le menu peuple, le peuple majoritaire, etc. C'est-à-dire qu'il y a une confusion totale qui s'élabore entre un idéal démocratique, la loi du plus grand nombre, et un idéal ethno-racial, c'est-à-dire les Hutus sont les vrais autochtones, la vraie race rwandaise, les Tutsis étant des conquérants étrangers. Cette idéologie raciste sert de fondement à l'État rwandais postcolonial. Dès l'indépendance, les Tutsis, environ 15% de la population, sont victimes d'un véritable apartheid. Fuyant les massacres et les persécutions, les Tutsis se réfugient par centaines de milliers dans les pays voisins. Ils n'abandonneront jamais l'idée de revenir sur leurs terres. Après plusieurs vaines tentatives de retour, ils créent dans les années 80 en Ouganda une organisation politico-militaire. Les exilés Tutsis ont désormais leur armée, le Front patriotique rwandais, le FPR. Le 1er octobre 1990, le FPR lance ses troupes à l'assaut du Rwanda et de son régime Hutu. The available options were either you had to choose to remain perpetually
the refugee and the stateless, or you had to keep hoping that someday somebody in the international community would resolve the problem. Or thirdly, you had really to face the reality and say, since operation is being carried out by force, then you had to deal with the matter using force. L'offensive du FPR connaît un succès immédiat, mais éphémère. Le président Hutu du Rwanda, Juvenal Habyarimana, parvient à sauver la situation en obtenant l'intervention de troupes françaises, belges et zaïroises. Cette intervention étrangère permet aux soldats du régime Hutu de repousser les combattants du FPR. Mais la guerre ne fait que commencer, elle durera 4 ans. Dès les premiers jours du conflit, tous les civils Tutsis sont désignés par le régime comme des complices biologiques du FPR. Des milliers d'entre eux sont jetés en prison. Les autres ont été torturés. Jusqu'à présent, on n'a rien dit, on n'a rien demandé. On attend. De 90 à 94, le régime Habyarimana va tout faire pour transformer la guerre politique qui l'oppose au FPR en une guerre raciale qui opposerait Hutus et Tutsis. C'est ainsi que l'idée génocidaire s'imposera peu à peu comme le prolongement naturel du conflit avec le FPR. Depuis son coup d'État de 1973, le général-président Juvenal Habyarimana impose au Rwanda une dictature dirigée par un parti unique. À la fin des années 80, une grave crise économique frappe le pays. Le mécontentement social grandit et une opposition politique s'organise à l'intérieur même du Rwanda. Des centaines de milliers de Rwandais, Hutus comme Tutsis, descendent dans les rues de Kigali et exigent la démocratisation du régime. Face à la montée en puissance de l'opposition intérieure et à la pression militaire du FPR, Habyarimana est acculé à des compromis. Officiellement, il reconnaît le multipartisme et engage des négociations avec le FPR et l'opposition intérieure. C'est le processus de paix d'Arusha. Mais en réalité, Habyarimana sait bien que toute véritable concession fragiliserait son pouvoir. Il va alors systématiquement diaboliser les Tutsis et se poser en défenseur de la race Hutu. Cette radicalisation le pousse à bloquer l'application des accords d'Arusha qui prévoient notamment l'intégration des troupes du FPR dans l'armée gouvernementale. Je me souviens même, alors que l'accord de paix d'Arusha était signé, on disait qu'on va donc mélanger les armées, mais il y avait d'autres documents qui disaient dans tous les cas, l'ennemi, c'est le Tutsi. Donc ce n'était pas fini. Ce double discours va amener Habyarimana à dénoncer violemment les accords qu'il a lui-même signés. Ntagende afinda ibintu ngo yazanye urupapuro ngo ubwazanye amahoro. Amahoro se n'urupapuro. Nabundi mitingi niziratangira ku giti cyanjye. Igihe zizatangirira nzatuma kuntera hamwe maze tumanuke kuko. Dès le début de la guerre, le régime crée ce qu'il appelle des structures civiles d'autodéfense. Concrètement, des armes sont distribuées à des milices Hutus dans le nord du pays. Il s'agit de militariser et de radicaliser les masses Hutus. Une nouvelle étape est franchie en 1992 lorsqu'Habyarimana organise les jeunesses de son parti en milice. C'est la naissance des Interamwe, ceux qui travaillent ensemble. Par leur tenue traditionnelle et leur esprit festif, les miliciens Interamwe se rendent sympathiques. Ils embrigadent des milliers de jeunes Hutus. Formés et encadrés par l'armée, les miliciens Interamwe constituent de véritables escadrons de la mort, qui terrorisent les Tutsis et les opposants Hutus. Janvier Africa a fait partie des cellules qui organisaient la chasse aux Tutsis.
soma twakomye imbarutso muhereye kubitegura duteganya inama zigomba kujyayo kuko hagiye inama zaremera hari imitwe spesialize skatodora muri yategekwaga directement na perezida kuko yatubwiraga ibyo tugomba gukora ibyo mu byo Pendant toute la durée de la guerre, des massacres de civils Tutsis ont eu lieu au Rwanda, faisant plusieurs milliers de victimes. Mais en mars 1992, les massacres de la région du Bugesera marquent un tournant. Ils préfigurent le génocide par leur caractère organisé. 15 jours avant le début des tueries, la radio nationale multiplie les messages de haine. Puis, des membres de la garde présidentielle et des gendarmes se rendent sur place et incitent la population Hutu à massacrer les Tutsis. bakica aho bababona bahiga n'imbwa n'iki byose bahiga mu duhuru byagenze gute ingira imbere urabyibona watubwira muri make barica abantu baratwika kandi baratumwa n'abantu batangira kwica abantu ahitwa Musenyi ahitwa Mayange ahitwa Maranyundo bica abantu benshi cyane ariko bafashijwe n'abajandarume Rulindo hariya bica abatutsi babamaraho Musenyi bahica abantu 3 ubwo twarahunze twibera aho bukiye turamuguka umugambi wapfubye nimutahe mubareke nabari inka zacu bakabafunga bene wabo bati mubafunge sicyo twabavuye gukora twabavuye kwica ntabwo twabavuye kurya. La présence des autorités et le fait que les tueurs aient été poursuivis pour avoir mangé des vaches et non pour leurs crimes contribuent à forger une culture de l'impunité. Une nouvelle étape est franchie dans la logique des massacres. Les Tutsis savent désormais que leurs voisins Hutus sont prêts à les exterminer dès lors que les autorités en donnent l'ordre. Les mots sont importants dans ce qui a précédé le génocide, dans la période du génocide et des tueries elles-mêmes, puis dans l'après-génocide. Les mots sont toujours très importants. Le fait d'avoir pu dire, par exemple, je fais une aparté, mais le fait d'avoir pu dire comme ça pendant 30 ans que les Tutsis étaient trop dans la société, qu'ils étaient des cancrelats et qu'il fallait les exterminer, même si on le disait sous forme de boutade, de blague, etc., ça avait une importance capitale. Ce que je me rappelle, c'était sur les jambes à raccourcir. On va vous raccourcir les jambes, ou alors quand vous serez plus court, vous serez moins arrogant. J'avais un oncle qui habitait dans Boutaré, mais à la campagne. Il s'était fait m'acheter, et les paysans à côté en rigolaient en disant bah voilà, maintenant il sera maintenant qu'il est court, il nous regardera moins de haut, alors que c'était pas Le régime utilise tous les moyens de communication pour diffuser la haine dans les consciences Hutus. Cette propagande raciste atteint son apogée en août 1993, lorsque des proches d'Abiyarimana créent la RTLM, la radio-télévision libre des 1000 collines. Ferdinand Nahimana, propagandiste en chef du régime, prend la tête de cette radio, qui va permettre aux extrémistes d'inonder le Rwanda de leur idéologie raciste. Le rôle de la radio a sûrement été très important, j'allais dire, pour relayer les caricatures de la presse. La presse a été efficace, la presse extrémiste, surtout par ses dessins, par son style. Et là, il y a une amplification, mais multipliée par 100, quoi, de l'impact du même imaginaire.
faisant du Tutsi le diable, le féodal aux mains crochues, qui est prêt à reprendre tout et qui est prêt à commettre toutes les horreurs face au brave peuple Hutu. Ndakomeje kubabwira nti mu baturage hari ibyisoko ko byakoranye n'inyenzi inkotanyi byari bihari byari byinshi ibimenyetso simusiga birahari biragaragara ibyitso byarabonetse ndetse n'inyenzi zimwe zari zibarimo zagiye bigaragara mu mpande nyinshi z'igihugu cyacu ibyo byagiye bigaragara ko ibyo byisoko ko byari bihari ariko ni mu baturage gusa icyo ni ikibazo nakomeje kuvuga ese koko ibyo byitso byari mu baturage gusa mu ngabo z'igihugu urumva ko nta byitso birimo iki kibazo kirakomeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi ririho zijagata igihugu cyacu. De 90 à 94, le FPR se fait de plus en plus menaçant. Les exactions qu'il commet sont exploitées par la propagande officielle pour susciter un sentiment d'insécurité permanent dans la population Hutu. Les propagandistes, les publicistes, les animateurs du gouvernement, certains ont commencé à employer le mot génocide déjà en 91. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont employé le mot génocide pour parler de la possibilité des attaques contre les Hutus. C'est-à-dire ils ont créé assez vite l'idée que c'était les Hutus qui étaient le peuple menacé. Effectivement, ce qui est fascinant, c'est que parmi les arguments des médias ou des milieux extrémistes Hutus, il y a eu le fait d'attribuer aux Tutsis un même programme. Alors, à ce sujet, il y a eu des papiers très intéressants qui ont été trouvés à Boutaré par Alison Desforges, par la collègue historienne américaine qui a travaillé pour la FIDH, c'est-à-dire documents montrant que des intellectuels Hutus de Boutaré, s'appuyant sur des ouvrages théoriques concernant la propagande, ont systématiquement développé l'idée de ce qu'on appelle la propagande en miroir, c'est-à-dire on attribue à l'adversaire ce que l'on prépare soi-même, et donc on justifie qu'on le prépare. La propagande a si bien fonctionné qu'aujourd'hui encore, la majorité des génocidaires parlent d'autodéfense pour justifier leurs crimes. Abari mu gihugu aribo bitwa abahutu kugira ngo bagire umujinya wo kuba barakoze biriya byo kwica abatutsi. Donc abatutsi nibo baprovoste biriya kuko FPR yamaze kuvuga ko bamaze kuvuga wabivuze niba ari Kagame niba ari Ndesimbizi bamaze kuvuga ko bagomba kwica umwana w'umuhungu w'umuhutu kuva ku myaka 3 kugeza ku mugabo ukibyara no ku mugore no ku bakobwa kuva ku myaka 3 kugeza ku mukobwa ukibyara ababikecuru n'ibisaza bakabyihorera. Deux événements majeurs vont faire de l'année 1993 un tournant dans l'histoire du Rwanda. Tout d'abord, en février, lassé par le double jeu d'Habyarimana, le FPR lance une offensive militaire de grande envergure et inflige une déroute aux forces gouvernementales. 1 million de Hutus prennent la fuite. Manipulés par la propagande du régime, ils pensent qu'ils vont être exterminés par le FPR. Le deuxième événement majeur a lieu dans un pays voisin. Le président du Burundi, Melchior Ndadaye, est assassiné par des militaires Tutsis lors d'une tentative de coup d'État. Le président Ndadaye étant Hutu et ses tueurs Tutsis, cet événement est un cadeau du ciel pour les fanatiques rwandais. Jamais l'idée selon laquelle il faut tuer les Tutsis avant qu'ils ne nous tuent n'aurait eu un impact aussi fort parmi les populations Hutus du Rwanda. Exploités par la propagande officielle, ces deux événements vont permettre l'éclosion d'un mouvement qui rassemble tous les extrémistes du pays. Un monstre est né, le Hutu Power. Le Hutu Power connaît un succès immédiat. Très vite, les Hutus modérés n'ont plus le droit à la parole et un à un, les partis d'opposition implosent. Habyarimana semble avoir gagné son pari. L'opposition intérieure est balayée et le débat politique se résume à un affrontement racial. Mais le monstre échappe rapidement à son créateur.
le Hutu Power devient en effet si puissant qu'il s'érige en juge des manœuvres politiques d'Abiyarimana. Chaque concession, même tactique, passe désormais pour un signe de faiblesse. Porte-voix du Hutu Power, la radio-télévision libre des 1000 collines va jusqu'à menacer directement le chef de l'État. Fin 93, les milices organisent des journées villes mortes à Kigali, dressent des barrages routiers dans la capitale et font régner la terreur dans le pays. Abiyarimana ne contrôle plus ses miliciens, désormais aux mains des ultra-radicaux du régime. D'anciens proches du président, dont le propagandiste Ferdinand Nahimana et le colonel Théoneste Bagosora, comptent tirer parti de cette situation pour réaliser leur projet génocidaire. Dans cette note manuscrite de février 93, Théoneste Bagosora organise la distribution d'armes aux milices qui quadrillent le Rwanda. Il s'impose peu à peu et de manière informelle comme le chef de toutes les milices. Dans l'année qui précède le génocide, des hommes d'affaires proches de Bagosora vont importer 580 000 machettes, soit plus d'une nouvelle machette pour 3 hommes adultes. La machine du génocide s'est mise en place. C'est dans ce contexte brûlant qu'en novembre 1993, une force de maintien de la paix est envoyée par l'ONU au Rwanda. C'est la mission des Nations Unies au Rwanda, la MINUAR. L'arrivée de la MINUAR suscite l'espoir chez les populations menacées par les extrémistes du Hutu Power. Mais très vite, le commandant de la MINUAR, le général canadien Roméo Dallaire, comprend que le pays est au bord du gouffre. Dès le 11 janvier 1994, il envoie un fax au siège de l'ONU à New York. Un informateur haut placé dans les structures répressives du régime lui a fait part de l'existence de caches d'armes qui devraient permettre aux miliciens de tuer 1000 Tutsis toutes les 20 minutes, dès qu'ils en recevront l'ordre. J'envoie un fax à New York pour leur dire « Nous changeons de méthode d'opération », ce qui est la responsabilité d'un personnel subordonné à un autre, quand on change radicalement nos opérations. On s'en va dans les opérations offensives. Première opération dans 36 heures et essentiellement, vous êtes au courant. Et là, la réponse de New York a été quasi immédiate. Il n'a pas fallu attendre 6 heures pour avoir la réponse. Interdiction totale de prendre toute initiative de cette nature. Et les directives étaient tellement claires que même les reconnaissances sur les endroits qui nous avaient été indiqués par l'informateur comme étant des caches d'armes, même les reconnaissances étaient interdites par New York. Il faut se souvenir que la crise en Somalie, où il y a eu la tuerie des soldats de l'ONU, a eu lieu suite à une opération de récupération des armes. Donc, à New York, on a vu ces mots, récupération des armes, et tout de suite, on voyait toute l'expérience de Somalie, et la réaction était non, non et non. Les messages d'alerte du général Dallaire se multiplient avant le génocide. Mais New York n'en tiendra jamais compte. Les Nations Unies ont une politique très traditionnelle. La politique très traditionnelle est qu'au moment où moi, je vous confie des troupes à moi, vous me garantissez qu'elles ne vont pas rentrer en guerre, qu'elles sont là uniquement comme force d'interposition, comme présence militaire. Donc, le secrétariat a une responsabilité à l'égard des États membres, dans la mesure où moi, je vous ai prêté mes troupes nationales, mes troupes belges, mes troupes françaises, mes troupes anglaises, mes troupes, etc. Et vous êtes responsable de ces troupes et vous vous êtes engagé à ne pas rentrer en conflit. Entre la mi-janvier et la mi-mars,
eh bien, la Minuar, pour la population rwandaise, pour les extrémistes, la Minuar n'a rien fait. Et c'était aussi un encouragement à développer la structure qui, au début janvier, était sans doute encore embryonnaire et qu'on aurait pu neutraliser, juguler, si on était intervenu à ce moment-là. Les extrémistes ont donc les mains libres. Jouissant d'une totale impunité, la radio des Mille Collines diffuse chaque jour des listes de Tutsis. konseye wabutete nakorana n'inkotanyi ntaguma inkotanyi ifite akabare kuri komine Kidaho n'abasore bo mu sekiteri ya Gitare bo ahitwa ku Rusizi n'abasore bo mu Burambi nyine ngo bariyizi. Le 3 avril 1994, un étrange message est diffusé sur la radio des Mille Collines. Ya kane ni ya gatanu bati agomba kuba kantu muri Kigali y'umujyi kuva uyu munsi kuri Pasika ejo n'ejo bundi akantu kateganijwe muri uyu mujyi wa Kigali ndetse nuko itariki ya karindwi ya Le 6 avril, le président Habyarimana s'envole pour Dar es Salaam en Tanzanie. Il y rencontre ses homologues burundais, tanzaniens et ougandais. Voici les dernières images du président Habyarimana vivant. À son retour de Dar es Salaam, l'avion présidentiel est abattu par 2 missiles alors qu'il amorce sa descente sur Kigali. Les extrémistes Hutus, le FPR et même l'opposition intérieure avaient tous de bonnes raisons d'en vouloir à la vie du président. On n'a jamais su qui est le coupable. Et il n'y a jamais eu un effort sérieux de la part, que ce soit les autorités françaises, les autorités belges, les autorités onusiennes, les autorités de l'OUA, de faire une enquête pour savoir qui est le coupable. Quoi qu'il en soit, l'attentat n'est pas la cause, mais le signal de départ du génocide. Il est 20h25 et le Rwanda vient de basculer dans l'horreur. Dès que la radio des Mille Collines diffuse la nouvelle de la mort du président, les massacres commencent à Kigali. Un homme est au cœur du processus exterminateur, le colonel Théoneste Bagosora. Dans les heures qui suivent l'attentat, il s'impose dans l'ombre comme le nouvel homme fort du pays. Il s'assure la fidélité de l'armée et entreprend l'élimination du principal obstacle possible au génocide, les Hutus modérés. Le premier ministre modéré, Agathe Uwilingiyimana, est assassiné chez elle par des membres de la garde présidentielle. Plusieurs milliers d'opposants Hutus subissent le même sort. Le 7 avril, les 10 casques bleus belges chargés d'assurer la protection du Premier ministre sont capturés et emmenés dans ces bâtiments par des militaires Hutus. Ils y sont massacrés un par un. Bagosora, lui, doit combler le vide institutionnel laissé par la mort du président et du Premier ministre. Préférant rester dans l'ombre, il va placer aux plus hautes fonctions de l'État des personnalités politiques jusqu'alors sans grande envergure. Le 9 avril, un gouvernement intérimaire est formé. Théodore Sindikubwabo est nommé président de la République. Jean Kambanda est nommé Premier ministre. Jewe, Yohani Kambanda, ku izina ry'Imana ishobora byose, ndahiye u Rwanda ko nzatunganya imirimo nshinzwe, ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda n'umukuru w'igihugu, kandi ko nzaharanira ibyagirira avuka Rwanda bose akamaro, nubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Le gouvernement assurant l'aspect administratif du génocide, Théoneste Bagosora va pouvoir se consacrer pleinement à son organisation militaire. Ils ont réussi en quelques petits jours à organiser un système pour un système pour faire fonctionner le génocide qui avait un volet militaire, volet administration civile, volet parti politique. En plus, pour les médias, la radio des Mille Collines
et aussi de la radio nationale. Donc, ils avaient plusieurs canaux pour arriver à la population. kumva RTLM haha ni materi nawe yasomye ku kamogi mu gitondo nibyo sha bimuhabuza abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro umuntu ajya ku Kimisagara simpaza ariko ni ku Iteme ariko nababwira yuko ibintu mwamahaye ngatumagura byanguye nabi natumaguyeho gatatu ariko birakaze ariko ngo bibaha kuraje kabisa murinde rero uwo mwobo w'amazi ejo hatazagira inyenzi iwunyuramo muzayimerere nabi mumaze kunywa kuri ako kantu. ubwo badutegeka gushyiraho bariyeri tujya mu ishyamba dutema ibiti turaza dushinga bariyeri mu muhanda ubwo bahita tugasaba irangamuntu uwo dusanze ari umututsi tukamwica hari wesi bari barahacukuye ubwo abo twicaga niho twabarohaga ni wesi urugo rw'umututsi rwaga baruzi bakagenda bakica agasohotsemo kanyira kakwiruka kabasiga cyangwa gaturutse nijoro bakagenda kugeza igihe tujya ahantu mu rufunzo mu misozi mu bihuru bakakurikirana bakica. Au bout de 3 jours, on compte déjà plusieurs milliers de morts dans la capitale. La communauté internationale réagit en organisant l'évacuation des ressortissants étrangers. Français, Belges et Italiens envoient des troupes sur place, mais les ordres sont clairs, ne pas intervenir. Le génocide est présenté comme une série de massacres dus à la guerre entre le FPR et le gouvernement Hutu. Le principe de non-ingérence conduit à laisser mourir les civils Tutsis. Lorsque les soldats français établissent une de leurs bases au centre culturel franco-rwandais de Kigali, ils découvrent des Tutsis rescapés des premiers massacres. Parmi eux, Vénuste Kaimae. Ils sont restés 3 jours au centre, 3 ou 4 jours au centre culturel. Et pendant les 3 ou 4 jours, moi, j'ai passé ce temps-là à les supplier. Et après, ils m'ont fait comprendre que je les emmerdais. Il n'était pas question qu'ils nous amènent, que quand ils partiront, ils vont nous laisser. Et il n'y a eu que deux jeunes militaires qui ont essayé de nous aider, mais bon, c'était dérisoire parce qu'ils m'ont réveillé au milieu de la nuit en me disant comment vous allez faire parce que demain on part, on va vous abandonner, c'est sûr. J'ai dit, vous ne pouvez rien faire vraiment. Elle a dit non, on ne peut rien faire, c'est les ordres, on doit vous abandonner. Mais comment vous allez faire? Il faut vous défendre, il faut vous préparer à vous défendre. Je me prépare à me défendre comment? Il m'a dit, est-ce que vous n'avez pas des armes? Je dis, moi j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes. Des centaines de Tutsis croient pouvoir trouver refuge auprès des soldats belges à l'hôpital psychiatrique de Kigali. Voici ces mêmes personnes quelques jours plus tard. Si ces pays participant à l'évacuation des expatriés avaient quand même eu une vision un peu plus responsable des choses, eh bien là, on avait suffisamment de troupes sur place pour empêcher que le génocide ne démarre. Hein. Il faut se rappeler que le Rwanda est un gouvernement, était et est toujours un gouvernement fortement centralisé. Et donc, arrêter le génocide à la capitale aurait arrêté le génocide partout. Les troupes occidentales assistent passivement au massacre. Le nouveau gouvernement a donc les mains libres et se lance dans une vaste campagne d'incitation au génocide. Mugomba kumenya kwirwanaho. Niyo mpamvu twasabye ko abaturage batozwa ibya gisirikare bagashirika ubwoba bakubita isasu n'ubundi imbunda ntikomeze kuba iy'umusirikare gusa ngo nuyibona ukuka umutima ugiye ngo irirashisha ntabwo imbunda ari umusirikare gusa umuntu wese ashobora kugira imbunda ye barasa nawe ukabarasa kuba ufite yawe nanjye mba nyifite buri gihe ngiye
Face à la généralisation des massacres, le FPR lance une grande offensive militaire et gagne rapidement du terrain. De leur côté, les forces gouvernementales concentrent tous leurs efforts sur l'extermination des Tutsis. Mobilisée par le génocide loin du front, l'armée Hutu est incapable de contenir l'avancée du FPR. Le choix politique des autorités Hutu est clair. Le génocide doit primer sur le conflit militaire avec le FPR. La préfecture de Boutaré est la seule à résister à la machine génocidaire. Le préfet de Boutaré refuse d'obéir au nouveau gouvernement et parvient à empêcher la chasse aux Tutsis pendant les premiers jours du génocide. Mais le 19 avril, un avion transportant des membres de la garde présidentielle se pose sur cette piste de l'aérodrome de Boutaré. Les gardes présidentielles se rendent chez le préfet et l'assassinent, lui et toute sa famille. Quelques heures plus tard, un second avion arrive. À son bord, le nouveau président de la République, Théodore Sindikubwabo. Dès son arrivée, il convoque toutes les autorités locales à une réunion. Dans un discours fait de non-dits et de sous-entendus, il leur ordonne de commencer le génocide. uwumva avuga ati jye ntibindeba jye nifite n'ubwoba natubise abashinzwe kumudukiza nibashyireho umwete bamudukize abakozi bandi beza bifuza gukorera igihugu cyabo barahari abo bagambanyi bagiye kwiga imbunda zo kuza kutumara murabazi jye simbazi ubazi n'abatubwire babadukize nk'uko rero minisitiri w'intebe yabwiye ati iyi ntambara tugomba kuyirwana kandi tukayitsinda tugomba kuyitsinda kuko yavuze ko ari iya nyuma ndifuza ko mwajya mutwumva mugasemura imvugo yacu ku buryo iba yavuzwe mukumva impamvu tuba twavuze dutyo buri jambo mukarisesengura mukumva impamvu riba ryavuzwe rityo ntirivugwe kuriya nuko turi mu bihe bidasanzwe. Le 21 avril, soit 2 jours après le basculement de Boutaré dans le génocide, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote le retrait de 90% des effectifs de la MINUAR, provoquant la colère des casques bleus sur place, qui ne demandaient qu'à rester. Le général Dallaire ne dispose plus que de 300 hommes. Lâchés par la communauté internationale, ils réussiront malgré tout à sauver du génocide environ 30 000 Tutsis. À l'ONU, traumatisés par l'affaire somalienne, les États-Unis font pression sur les membres du Conseil de sécurité afin que le terme de génocide ne soit pas employé. Bien que le génocide soit un événement distinct de la guerre, les grandes puissances entretiennent la confusion pour ne pas avoir à intervenir. Elles ne parlent que de guerre civile et de massacres interethniques. Hasard du calendrier, le Rwanda est membre non permanent du Conseil de sécurité pendant le génocide. Les débats prennent une tournure surréaliste lorsque le représentant du gouvernement intérimaire prend la parole. C'est ainsi que le gouvernement intérimaire, formé le 9 avril 1994, s'est fixé pour objectif de rétablir l'ordre et la sécurité des personnes. Vous aviez le représentant légal du Rwanda qui était assis à côté de vous. Il représentait l'autorité légale. Vous allez être certainement en faveur de cette autorité légale. D'autant plus que, quelles que soient vos connaissances très simplistes du Rwanda, vous savez bien que la majorité est Hutu, que la minorité Tutsi ne représente que 10%. Donc, vous, avec votre interprétation un peu simpliste de la démocratie, c'est un régime démocrate. Et qui vient? Ce sont des anciens Tutsis qui ont quitté le pays il y a de cela 2 générations, qui, appuyés par un gouvernement étranger, viennent attaquer un gouvernement légitime. Donc vous avez la majorité des membres du Conseil de sécurité sont en faveur de ce gouvernement. Sur le front, le FPR continue d'avancer et inflige de lourdes pertes aux forces gouvernementales. Il commet des exactions, se livre à des actes de vengeance, mais le fait est que, partout où le FPR conquiert du terrain, il fait cesser le génocide et sauve les rares Tutsis encore vivants. L'armée Hutu est en déroute
et le gouvernement génocidaire a besoin de réorganiser ses troupes. Il demande à l'ONU un cessez-le-feu. La communauté internationale fait alors pression sur le FPR pour qu'il accepte de négocier. During those talks, the government side would say, well, we shall stop killings if you stop attacking us. In other words, they were really implicating themselves directly that they were carrying out the killings. And yet the rest of the world was there arguing that, it was as if they were looking at it as a political thing that was happening, when the people on the ground themselves were admitting they were carrying out the killings in the presence of the UN. And our people used to tell him, said, are you serious? You mean you are really admitting that you are killing people, women, children, innocent people, just because you are being attacked by RPF, that's your argument? And they would say yes. Un mois après le début des tueries, Médecins sans frontières estime que plusieurs centaines de milliers de Tutsis ont été exterminés. On arrivait dans un village qui était fraîchement massacré je veux dire, le sang coulait, les tripes, les femmes éventrées. Ils aimaient beaucoup couper les organes génitaux des hommes, des femmes. Mais les scènes qui étaient les pires, pour moi en tout cas, c'était les scènes de viol, où ils violaient les jeunes filles, les jeunes femmes. Un, parce qu'il y avait moins de risque d'avoir le sida. Et deux, parce que ça faisait un martyre encore plus sévère. Alors, on arrivait dans des endroits où les filles avaient encore les jambes levées, leur robe par-dessus leur tête. Et puis, non seulement qu'on les violait, mais en plus de ça, on insérait des bâtons, on insérait des bouteilles qu'on cassait dans leur vagin, on leur coupait les seins. On les éventrait, puis on tuait les fœtus. ariko se mama noneho za nkotanyi zanerefonaga zagiye he zigomba kuba zarashize enga twiririmbire muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya koko. Après le début des tueries, 40 000 Tutsis se sont réfugiés à l'école technique de Murambi, au sud du Rwanda. Ils y seront exterminés en 3 jours, du 19 au 22 avril. turagenda tugera Murambi ubwo tuhageze hari kuri 16 ubwo mbese abantu twari turi kumwe b'abasaza nibo bavuze bati abantu bamaze kutwikira amazu bakaba bamaze no kutwikira abantu hari Murambi niho bazadusangayo. Tugandika hejuru hano mu gahinga abari nabo bari muri ariya mazu, haza umujandarume twari kumwe aratubwira ati mwebwe muhagarare. Babonye mbese binaniranye kuko hari abantu benshi cyane, hari 250 by'abantu, uko bahise basubiraho baragenda. Bagiye basiba kuri 19 ariko bajya gukoresha amanama mu makomine 3: Nyamagabe, Mudasomwa na Karama. Ubu bagarutse kuri 21 saa 9 z'ijoro. Umunsi rero
ku itariki 21 ngo mu ijoro rya 20 zishyira 21 nibwo baje kugaba igitero i Murambi kirimo abajandarume n'abaturage bari barimo bahageze saa 9 z'ijoro barasamo saa 11 zigeze nta mujandarume wongeye kugaragara yambaye umwenda wa gisirikare imyenda bari bayikuyemo bambara civile dutangira kurwana nabo bumaze gucya duterana amabuye nabo bakadutera andi tukabatera amabuye nabo bakadutera andi bigezeho baradutsinsura ndetse badusubiza inyuma ubwo bamaze kudusubiza inyuma baba gendarme bari bari muri twe bambaye civile ariko bari bafite imbunda bahita baza bati umuntu wongera gusubira inyuma muhite mumurasa ati mwese muzamuka turazamuka batangira kumenamo amasasu ubu mbese barakomeje birakomeza kugeza igihe bandasha saa 3 za mu gitondo ariko hari ahantu ku kibuga hari huzuye imirambo no mu mazu ubwo bamwe bahise bakurikira bagiye mu cyanika abandi turataha nanjye nahise nza gucyura umugore n'abana banjye bari bari yara brigade ikorera ubwo ndambuka ndataha baragenda ubwo nyuma y'iminsi 3 nanjye nibwo navuye muri iryo shyamba mbonye mbese abantu twari kumwe bose bashize. Wumvaga umeze gute mu mutima wawe wica abatutsi? Mu gihe twicaga abatutsi yewe ukuntu jewe ubwanjye jewe uko nari meze ntabwo numvaga muri je ntabwo umuntu bwari bukirimo ntabwo kuko nabigereranya n'imbwa yasazi kuko imbwa ishobora kubiraho ukayicaho ukayisanga iwabo ntigire ikigutwara ko imbwa yasaze ikishyikire cyose irakirya. Au Rwanda, 90% des gens, Hutus comme Tutsis, sont catholiques. Les églises étaient des lieux de refuge naturels. Mais pendant le génocide, elles se sont transformées en abattoirs. Dans le Bugesera, 6000 Tutsis se sont réfugiés dans l'église de Nyamata. Parmi eux, Edmond Niyonsaba. Il avait 6 ans. birengeje ubwenge abantu benshi bibashobera utamenya ko ari umuntu wabikoreye undi. Hanje bukeye ku itariki 9 baza gutera no harimo abantu b'abasore barabaganza babasha kwinjiramo none bajya kuzana abajepe bazana bisi bararasa bamaze kwinjira cyo gusa nibuka nuko babanje gutemana ari ku rugi b'abasore none bangizeho bankubise ubuhiri none bamaze kwita ubuhiri imbere nk'uwapfuye batema abandi bose shiramo iminsi nkajya mbona abandi barimo no nkajya mbona abandi basore baraza kureba basigaye ngiye ndimo bavuga ati uyu nguyu nta minsi wenda afite katuye tumaze dutwara bakiri bazima noneho ngumamo maramo ibyumweru 2 abo basore noneho baradava ngo uyu muntu ubwo akiri muzima reka nawe tumujyana banjyana mu rufundo rw'Intarama abiriho mba noneho inkotanyi ziza kudukuramo. Abo bantu babikoze wari ubazi? Barabo twari duturanye. Annie Keitessi vivait avec sa famille près d'une école de Boutaré lorsque les gardes présidentielles ont lancé les tueries dans sa ville. C'était la fin du mois d'avril et elle avait 14 ans. Le 30, un des collègues de ma mère est venu nous dire qu'ils étaient, ils attaquaient, enfin ils venaient nous chercher à l'école, parce qu'ils faisaient des fouilles maison par maison, quartier par quartier. Et donc le 30, c'était prévu que ce soit chez nous. Et ce collègue de ma mère est venu montrer où on se cachait. Donc ils sont venus, ma mère a eu peur, elle est sortie. Puis finalement elle a dit qu'elle n'était qu'avec ses enfants. Ils l'ont amenée pour qu'elle leur donne la caisse de l'école, parce qu'elle avait les clés. Donc ils l'ont emmenée, nous on est restés là, ils sont tous partis. Et puis au bout de 15 minutes, il y a eu un deuxième groupe qui est arrivé.
devait être une dizaine. Ils ont dit maintenant vous sortez, vous avancez. En marchant, on a vu sur le côté que la carte d'identité de ma mère était en 1000 morceaux sur le côté. On s'est dit, bon, bah, ils ont dû la tuer. À ce moment-là, on entendait quelqu'un crier en disant qui c'est qui a fait ça, qui c'est qui a fait ça. Puis en fait, en avançant, on voyait le bureau de ma mère, on voyait que le mur, on ne voyait pas ce qui se passait dedans. On voyait qu'il y avait du sang qui sortait. Et nous, on est restés là. Et puis finalement, il y en a 2 qui sont rentrés. Et ils ont sorti ma mère en la faisant traîner, avec les jambes qui traînaient, elle ne tenait plus debout. Et il y a un autre militaire qui s'est fâché. Il a sorti sa baïonnette et il lui a mis... il a planté la baïonnette et il a dit bah, voilà, maintenant elle est morte, on n'en parle plus. Puis de toute façon, c'est fait, c'est fait. Donc on attendait. Et puis on ne bougeait pas, on ne disait rien. Mon petit frère, il nous a juste demandé, mais nous, est-ce qu'on est des Tutsis ou on est des Hutus? Et ma cousine Christine lui a dit, non, non, nous, on n'est rien de tout ça, on est des chrétiens. Et puis on est resté, il y a un camion qui est arrivé, et on nous a dit de tous monter, et nous allonger dans le camion. Alors les 4 autres sont montés. Moi, j'allais monter, puis j'avais un trousseau de clés, le deuxième trousseau de clés de ma mère dans les mains. Et puis, il y a un des hommes qui m'a dit « Ah, mais c'est quoi ces clés ?» J'ai dit « C'est les clés de l'école. » Ils m'ont dit « Bon, bah, alors tu pars pas, tu vas rester là, tu vas nous ouvrir les portes. Et puis le camion, il reviendra te chercher. » Donc je suis restée là. Il y en a qui ont pris ma mère, ils ont enlevé ses lunettes, ses bijoux, et puis ses chaussures. Et puis ils l'ont balancé au-dessus des autres qui étaient allongés dans le camion. Et une fois qu'ils étaient partis, le collègue de ma mère m'a dit « Maintenant, tu prends un seau et... tout ce qu'il faut et tu nettoies complètement le bureau et qu'il n'y ait plus de traces de sang. » Donc je suis rentrée et dans le bureau on voyait le sang avait complètement séché, était séché par terre. On voyait les traces des chaussures de ma mère et d'une main sur le bureau et de plein de feuilles froissées parce qu'elle avait essayé d'arrêter de saigner derrière la tête en mettant des papiers froissés. À ce moment-là, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe quand les autres montent dans le camion? Ce que tu as appris? Alors, le camion est donc parti avec ma soeur, mon frère, mes 2 cousines et ma mère. Sur le chemin, ils ont jeté ma mère au bord de la route. Ils ont continué, ils ont emmené les autres dans la forêt, dans une forêt à Boutaré. Ils les ont fait descendre. Ma cousine, qui venait du Zaïre, demandait à ce qu'on leur tire dessus. On leur a dit que non, on ne peut pas leur tirer dessus, qu'ils devaient mourir à coups de machette, que c'était beaucoup plus douloureux et que comme ça ils comprendraient bien ce que c'était que d'être un Tutsi et d'être arrogant. Voilà. Donc je crois qu'ils ont commencé par ma sœur et ma cousine Claire. Et ma cousine Claire, ils l'ont tapée avec un gourdin sur la tête. Ma sœur, elle me disait qu'elle avait la moitié de la tête qui était enfoncée. Et puis ils ont macheté ma sœur qui s'est évanouie. Après ils ont macheté mon petit frère et ma cousine Christine. Ma sœur, elle s'est réveillée un peu plus tard. Ma cousine Claire, qui avait reçu le coup de gourdin sur la tête, elle n'était pas encore morte et elle avait des convulsions, mais elle a fini par mourir. Ma sœur, elle m'a dit que mon petit frère, il était tout froid et qu'elle pense qu'il était mort. Notre cousine Christine, elle était morte. Partout au Rwanda, les Tutsis ont tenté de résister aux assauts des milices et de l'armée. Mais l'épisode le plus marquant de ces actes de résistance s'est déroulé dans les collines du Bisesero, près du lac Kivu. On a souvent comparé cette résistance à celle du ghetto de Varsovie. Près de 50 000 Tutsis s'y sont organisés pendant les 100 jours du génocide. nabashakaga gutora ibuye nkarihereza nk'umuntu w'umusore ubasha kuritera bwo twirwanyeho bishobotse hatarazamo imbunda amagrenade n'imbunda zikomeye kuko hari n'igihe baturasaga bari kure ukagira ngo ni nk'urubura nk'imvura y'urubura. Ce que nous avons fait, c'est essayer quand même d'utiliser les machettes. Si tu trouves un Hutu ou bien si tu trouves un Interahamwe, tu dois l'occuper
couper. Si tu trouves, il doit te couper. Kuri izo tariki 13 twari tukirwana. Kuri 13 rero nibwo byakomeye cyane, turirukanka ntitubashije duhirima byo batema. Ubwo tugeze Akagari nari mfite abana 4, tugeze Akagari bamwe babiri bari bakuru barirukanka sinamenye aho baguye. Noneho umwe wo nari mpetse none ninshoreye ngo bankubita umuhoro ku gikanu n'undi ku rutugu, ntabwo namenye igihe nagwiriye. Igihe akuka noneho uwo ntemye igihe ntiyamaramo umwuka. Igihe akuka numva kakirimo gatoya, numva abandi baraje, we yansize azi ko napfuye. Numva abandi baraje batese abana bo kukimutabisha, nari mpetse, baramufata bamumondera mu mugongo, ubundi baramwica. Ubwo ndyamahungaho barakomeza bakajya batambuka bankandagira hejuru. Noneho burashyira mbona burije, ubwo ndakururuka ndaza ndyama Akagari, burira. Bukiye mu gitondo uwo wari wasigaye baraza bafata ahantu nko mu muringoto baracukura barantaba. Namaze kanga 3 baza nimugoroba bakantaburura bakongera bakantaba. Ubwo rero twahungiye kumira igihe cyo mu kwa 6 Abafaransa baraza. Les soldats français dont parle cette rescapée sont arrivés au Rwanda le 21 juin dans le cadre de l'opération militaro-humanitaire Turquoise. Ils pénètrent dans le Bisesero le 28 juin. À leur arrivée, des centaines de rescapés sortent de leur cachette. Abafaransa bageze hano mu Bisesero bageze ku itariki 28 z'ukwezi kwa 6 bahagera ku gicamunsi nko masaa 10 hagati ya saa 9 na saa 10. Bageze hano rero twabasobanurira ko ibintu byagenze, tubanza ko abantu batwicaga ndetse tuzana n'imirambo y'abantu bamwe bari bapfu bamaze gutema ako kanya kugira ngo tubereke yuko abantu bari kutugereka barashaka batwica buri munsi. Twabasabaga yuko mwakora uko mushoboye mukadufasha kuko ni mudusize baratumara. Twagerageje kubibasobanura ariko ntibabyumva, batubwira ko nabo badashobora kugumana natwe, ariko batubwira ko bazakorwa bashoboye kugira ngo hatagira umuntu wongera kudutera, hanyuma bango nyuma y'imisi 3 bazagenda bazagaruke. Iyo minsi 3 nibwo abantu benshi bapfuye, uwari usigaye wari no mu gihuru bagendaga bafatanya ishene kugira ngo bamushakishe bamwice turangireho twese. Lorsque les militaires français de l'opération Turquoise reviennent à Bisesero, ils installent les derniers survivants dans un camp. Un journaliste, qui accompagne les troupes de l'opération Turquoise à Bisesero, s'aperçoit alors du malaise ressenti par certains soldats français. À un moment donné, effectivement, j'ai été très surpris par un gendarme qui va s'écrouler, qui va s'effondrer, qui arrivait avec les fusiliers marins. Il va s'effondrer et on se trouve tout à fait par hasard, pas très loin. Et il porte sur lui, sur son uniforme, une vareuse de l'armée rwandaise. Brutalement, alors qu'on se tient debout sur la colline, je le vois qui s'accroupit et qui commence à pleurer, enfin à verser quelques larmes. Et dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous dites ça va, parce que je ne sais pas pourquoi il pleure, mais c'est vrai que c'est rude, c'est violent ce qui se passe. Je lui dis ça va, et puis il me répond non, ça va pas. Je lui dis pourquoi? Ces mecs-là, les tueurs, je les ai formés. Et je me dis mais merde, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Enfin, où est-ce que je suis là? Qu'est-ce que c'est que ça? Les tueurs, je les ai formés. L'opération Turquoise fut accueillie avec ferveur par les miliciens et avec soulagement par les autorités hutus. Pour comprendre l'ambiguïté de cette opération, il faut savoir qu'elle n'est qu'une intervention militaire de plus dans un pays que l'armée française connaît bien. Les liens entre Paris et Kigali sont profonds et anciens. Leur nature demeure floue aujourd'hui encore. Une mission d'information parlementaire a bien essayé, en 1998, d'apporter des éclaircissements sur l'engagement français au Rwanda. Mais l'ampleur et les raisons de cet engagement demeurent méconnues. Nous avons voulu savoir jusqu'à quel point et au nom de quoi la France s'était liée à cette histoire tragique.
Tout a commencé dans les bureaux de la cellule africaine de l'Élysée le 2 octobre 1990, au lendemain de la première attaque du FPR. Jean-Christophe Mitterrand, alors chef de la cellule africaine, reçoit un coup de téléphone du président Habyarimana. Le président Habyarimana lui a téléphoné, alors que j'étais présent dans le bureau. Bon, la conversation a duré 5 minutes, et quand il a raccroché, il m'a dit « Oh, on va lui envoyer quelques bidasses au petit père Habyarimana, et dans un mois, tout ça sera fini. » Un contingent arrive à Kigali le 4 octobre. C'est l'opération Norwa. La mission officielle est de protéger les ressortissants occidentaux. En réalité, l'objectif est clair, stopper le FPR. Les soldats français interviennent en compagnie de troupes belges et zaïroises. Mais alors que les Belges et les Zaïrois se retirent au bout de quelques semaines, les soldats français vont rester au Rwanda pendant 3 ans. Ils prendront une part active à la guerre contre le FPR. Pour François Mitterrand, la guerre déclenchée le 1er octobre 1990 par le FPR est bien plus qu'une simple histoire rwandaise. C'est le rayonnement de la France en Afrique qui est en jeu. La personne qui définissait avec le plus de précision les rapports de force entre les anglo-saxons et les Français dans cette région, c'était le président de la République, avec le plus de sens de la stratégie et de l'histoire, constamment, dans toutes les conversations que nous avons pu avoir avec lui. Le Rwanda est en effet à la frontière des zones d'influence française et anglo-saxonne en Afrique. À l'ouest, il y a le richissime Zaïre du très francophile Mobutu. Au nord, l'Ouganda anglophone et pro-américain tend de plus en plus à s'affirmer comme la puissance dominante dans la région. L'attaque du FPR étant lancée depuis l'Ouganda et dirigée par des Tutsis anglophones, elle est perçue à Paris comme une agression caractérisée contre la zone d'influence française. Et la chute du régime Habyarimana risquerait d'ouvrir les portes du Zaïre aux ennemis de la France. Le Rwanda, petit pays pauvre et sans ressources, devient donc pour l'Élysée le cœur d'une lutte géostratégique majeure. Et de 1990 à 1993, les liens entre les présidents Mitterrand et Habyarimana deviennent de plus en plus étroits. Pourtant, la France connaît bien la nature du régime Hutu. Dans un fax du 15 octobre 1990, l'ambassadeur français au Rwanda, Georges Martre, évoque déjà le risque d'une extermination des Tutsis. Mais les vagues de massacres anti-Tutsis ne bouleverseront jamais l'analyse de François Mitterrand. Il voulait dire que c'était plus compliqué que ça. Je n'ai jamais compris pourquoi c'était plus compliqué. Moi, je trouvais ça très simple. Que traditionnellement, il y avait d'autres forces qui s'exerçaient par l'intermédiaire des Tutsis, et c'était les forces anglophones. Ça voulait dire, nous sommes devant une pénétration anglo-américaine par l'intermédiaire des Tutsis et par l'intermédiaire de l'aménagement du parti de Kagame. Entraînement à la guérilla, etc. Et moi, mon argument était de dire, mais on les a massacrés. On les a réduits à peu de choses et on les a chassés. Il y a déjà eu des révoltes, voyons, il y a déjà eu d'énormes massacres. Et donc, ils reviennent et ils se défendent, ils en ont le droit. Arrêter le FPR devient un impératif politique. Mais jamais les autorités françaises ne reconnaîtront publiquement la participation directe de nos soldats à la guerre. Bien entendu, une disposition prévoyait qu'en aucune circonstance, les soldats français ne se mêleraient soit à des combats extérieurs, soit à des luttes ethniques à l'intérieur du Rwanda. Et je crois pouvoir dire que depuis cette époque, et notamment au cours de ces derniers mois, pas une cartouche n'a été tirée par un soldat français. Officiellement, entre 90 et 94, aucune cartouche n'a donc été tirée au Rwanda. Pourtant, des paysans de Byumba nous racontent comment les Français faisaient la guerre chez eux en 1992. ubu noneho rero bakavuga ko barasa muri biriya bice za Kivuye za Cyumba aho ngaho niho bavugaga ngo barimo kurasa ubwo noneho rero byamaze kugira hino noneho bavuga ko inkotanyi zigeze hano bugufi barambuka bajya hakurya hariya muri Buyoga ariho habaye Kisaro muri kiriya kirima gihari cy'ishyamba ngo bahagarika aho ngaho ariko ntabwo twashoboye kujyayo ariko sinibabaga uri kumwe n'abanyarwanda ni nk'uko hari abasirikare b'abanyarwanda bakomeye nyine ubwo babaga bari kumwe na ariko hakoragaho umuzungu. Il y avait
une arme d'appui, le canon SA-5. Le canon SA-5 était utilisé par les militaires français. Donc ce sont eux qui appuyaient directement les gens au front, donc par ce canon-là. Au nord de Kigali en 90, à Byumba en 92, à Ruhengeri en 93, par 3 fois, l'intervention des troupes françaises a fait basculer le sort de la guerre. La population française n'en sera jamais informée. La guerre menée au Rwanda est une guerre secrète. Au premier mois de 91, c'est déjà fait. Le dossier a complètement échappé aux interlocuteurs, aux responsables officiels normalement en charge du dossier, et des structures parallèles, donc clandestines, officieuses, ont été mises en place, et ces structures officieuses remontent néanmoins à l'Élysée. C'est-à-dire que dès janvier 91, on est sur un fonctionnement totalement hors norme, totalement hors de tout fonctionnement institutionnel. C'est une politique secrète qui est mise en place. Dans ce fax, adressé à l'ambassadeur français au Rwanda, le Quai d'Orsay donne des consignes concernant le DAMI, le détachement d'assistance militaire français. Nous n'avons pas l'intention d'annoncer officiellement la mise en place du DAMI. Vous direz au président Habyarimana que nous souhaiterions qu'il agisse de la même manière. Le DAMI est entre autres chargé de former l'armée Hutu. Dans des camps comme celui-ci, l'armée française entraîne et équipe l'armée rwandaise. L'ambassadeur français sur place, Georges Martre, a pourtant clairement établi l'implication de cette armée monoethnique dans les massacres de Tutsis. Ce n'est pas à la France de dire au Rwanda, pas plus qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon ou je ne sais où, de dire on va former cela et pas cela. Surtout quand c'est l'armée du pays, enfin du régime qui n'est contesté par personne, qui a des relations diplomatiques normales avec le monde entier et que ça exprime plus de 80% de la population. Le Rwanda du président Habyarimana n'a jamais connu d'élection démocratique. On ne peut donc pas juger de la représentativité de son gouvernement, encore moins de son armée. De plus, les forces gouvernementales ne constituent pas une armée classique, mais un ensemble disparate de troupes au service d'une idéologie raciste. Et les frontières entre l'armée et les milices se révèlent si ténues que des soldats français en viennent indirectement à former les miliciens. L'armée rwandaise représentait 5200 hommes au moment du début de la guerre. Elle en représentait pas loin de 50 000 à la fin. C'est-à-dire qu'elle a décuplé en 3 ans. Alors vous imaginez, n'est-ce pas, ce que donne ce genre de gonflement. Tout un tas de gens étaient passés comme recrues de l'armée rwandaise, y compris les miliciens Interahamwe qui ont commis le génocide. Ces gens-là ont été largement entraînés par l'armée française, il ne faut pas se le cacher. La formation est en général réduite à des stages d'une quinzaine de jours, c'est-à-dire que vous prenez des gus, vous leur mettez un fusil dans les bras, vous leur apprenez à appuyer sur la détente, et vous les relâchez dans la nature et vous leur dites « bravo, t'es un soldat ». Et ce qui est tout, c'est pas des soldats, ça s'appelle former des milices. Très vite, la collaboration entre l'armée française et les forces gouvernementales amène les soldats français à côtoyer les miliciens Hutus, les Interahamwe. À partir de 92, on voyait des militaires français avec des Interahamwe. Oui. Moi, j'habitais Kichukiro. Je les ai vus plusieurs fois. Dans les mêmes véhicules. Et même sur les, les barrages, ils étaient ensemble. Avec des gendarmes rwandais. Au barrage qui filtre l'accès à Kigali, les soldats français contrôlent les cartes d'identité des civils rwandais. Sur ces cartes d'identité figure la mention Hutu ou Tutsi. Les Tutsis, assimilés à des complices du FPR, sont souvent mis à l'écart et laissés aux miliciens. Les Interahamwe est à côté avec des Français. Ce que j'ai vu à mes propres yeux, c'est que les gens que les Français ont arrêtés, typiquement connus, et même officiellement connus que ce sont des Tutsis, les Interahamwe sont venus après eux, ils ont les ramassés, ils ont les mis dans les voitures, ils ont acheminé quelque part. De 90 à 94, la guerre est de moins en moins une affaire strictement militaire. La différence entre civils et soldats s'estompe très vite. Les masses Hutus sont militarisées et les civils Tutsis deviennent les cibles légitimes de la guerre contre le FPR. Il ne s'agit pas là d'une dérive, mais d'une véritable stratégie politique du régime Hutu. La France est bien plus qu'un témoin passif de cette évolution. Dès le 11 octobre 90,
le ministère de la Défense français envoie sur place un expert des luttes anti-guérilla, le colonel Canova. Voici son ordre de mission. Aider les autorités rwandaises à améliorer la capacité opérationnelle de leur armée, fournir conseils et expertise au chef d'état-major rwandais et à son équipe. L'arrivée du colonel Canova, puis celle de son successeur, le lieutenant-colonel Cholet, coïncide avec une réorientation stratégique radicale de l'armée gouvernementale Hutu. Les liens entre les états-majors français et rwandais sont de plus en plus étroits, et le lieutenant-colonel Cholet est nommé conseiller militaire personnel du président Habyarimana. À ce titre, il rencontre quotidiennement le colonel Serubuga, chef d'état-major adjoint de l'armée du Rwanda. Et c'est cet homme, le colonel Serubuga, qui va profondément transformer l'armée rwandaise. Il crée un pôle de commandement officieux avec le colonel Théoneste Bagosora. Sous leur impulsion, l'armée va progressivement quadriller l'ensemble du pays. Ils vont organiser les structures d'autodéfense populaire et pousser à une politisation à outrance des soldats de l'armée. Groupe d'autodéfense, formation de milices, guerre psychologique, guerre médiatique, quadrillage territorial, structure de commandement adaptée, hiérarchie parallèle. On retrouve tous ces éléments-là au Rwanda. Tous. Ils sont tous présents. Et ça, là, je viens d'énoncer les piliers de la doctrine de la guerre révolutionnaire. La doctrine de la guerre révolutionnaire, c'est une guerre politico-militaire. Ce n'est pas une guerre de soldats entre soldats. C'est une guerre... C'est l'extension ultime de la notion de guerre totale. La doctrine de la guerre révolutionnaire est héritée des guerres coloniales françaises. Élaborée en Indochine et en Algérie pour lutter contre le Viet Minh et le FLN, elle est conçue comme la forme la plus aboutie de la lutte anti-guérilla. Appliquée par l'armée rwandaise contre le FPR, elle va permettre aux extrémistes Hutus d'organiser une guerre populaire et raciale. Lorsque le gros des troupes françaises se retire du Rwanda fin 1993, l'armée gouvernementale est profondément réorganisée. Elle s'est transformée en une arme redoutable aux mains des fanatiques du Hutu Power. Pendant toutes ces années de guerre, les choix politiques de Paris auront été dictés jusqu'au bout par la nécessité de barrer la route au FPR et la volonté de défendre l'influence française en Afrique. Pourtant, la France savait mieux qu'aucun autre pays que la vie des Tutsis du Rwanda ne tenait qu'à un fil. Les dirigeants français étaient les premiers témoins de la radicalisation du régime rwandais. Et le risque d'un génocide fut envisagé très tôt par Paris. Lorsque le leader du FPR, Paul Kagame, se rend au Quai d'Orsay en janvier 1992, il y rencontre le directeur des affaires africaines et malgaches, Paul Dijou. They were telling me, you have to stop fighting and just allow Habyarimana to absorb you, he will solve your problems and so on and so forth. And I told him, yeah, this would be fine if Habyarimana could actually address these problems. They need serious address, indeed. They need serious attention. And we continued. He said, you see, you cannot, first of all, defeat the government forces. You cannot take over power. You are wasting your time. That in any case, this was what was very interesting. And this was said to me by Dijou in the presence of these others. Said, in any case, if you were to ever arrive in Kigali and take power, you would not find your people alive. I said, what do you think it meant? It actually meant that killing people, our people, and this genocide was an option all along. Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu. Le génocide commence. Le 9 avril, le gouvernement intérimaire se forme. La France est le seul pays occidental à reconnaître officiellement la légitimité de ce gouvernement extrémiste. Donc il y a une situation dans laquelle on se dit, il y a les massacres qui se sont développés à l'intérieur dès l'assassinat des deux présidents dans l'avion, mais par ailleurs, le FPR et l'Ouganda essaient d'en profiter pour envahir le pays. Donc il peut y avoir des responsables français, notamment militaires à l'époque, qui aient vu le deuxième aspect.
je sais pas, avec le recul, ça paraît une erreur, ça. Une erreur dans cette petite période. La France ne se contente pas de reconnaître le gouvernement intérimaire. Du 9 au 13 avril, elle renvoie un détachement militaire au Rwanda. C'est l'opération Amaryllis. Officiellement, il s'agit uniquement d'évacuer les ressortissants étrangers. Mais l'opération Amaryllis comprend une face cachée. Depuis le 7 avril, l'ambassade de France accueille des leaders extrémistes hutus qui craignent une victoire militaire du FPR. Le président Mitterrand lui-même va ordonner leur protection et leur évacuation par les soldats français. Il a demandé en particulier que la famille du président Habyarimana soit protégée, soit évacuée. Donc, sachant, comme vous le disiez tout à l'heure, que sa famille, en particulier sa femme, était assez extrémiste, c'était la mouvance assez extrémiste. Oui. Mais il avait des enfants aussi. 130 personnes sont ainsi exfiltrées par les troupes françaises. Parmi elles, plusieurs membres de gouvernement intérimaires et Ferdinand Nahimana, directeur de la radio des Mille Collines. Mais l'opération Amaryllis comprend un deuxième volet caché. Les 3 premiers avions de l'opération Amaryllis donc ont atterri dans la nuit du 8 au 9, un peu avant 3 heures du matin. Et des 3 avions, de 2 avions ont débarqué des parachutistes et d'un avion, on a déchargé des caisses de munitions. Tout ça a été préparé puisque les militaires rwandais avaient amené des véhicules à l'aérodrome et directement, les caisses de munitions ont été chargées dans les véhicules et puis les véhicules sont partis vraisemblablement vers le camp de Kanombe pour y stocker les munitions. Interrogé par Bernard Debré sur ces livraisons d'armes, le président François Mitterrand ne nie pas les faits. J'ai voulu savoir si la France avait continué à livrer des armes après l'attentat contre l'avion présidentiel le 6 avril 1994. J'ai donc, en juillet 1994, posé la question à François Mitterrand à Cochin. La France a-t-elle continué à fournir des armes aux phares? Sa réponse a été très sibylline. Vous croyez, m'a-t-il dit, que le 7 avril au matin, le monde s'est réveillé en disant « Aujourd'hui, le génocide commence ». Cette notion de génocide ne s'est imposée que plusieurs semaines après le 6 avril 1994. C'est tout ce qu'il m'a dit. Le début du génocide n'a donc pas fait évoluer la grille de lecture française. Pourtant, au bout d'un mois, Médecins sans frontières parle publiquement de centaines de milliers de victimes. Début mai, l'envoyé de MSF au Rwanda, Jean-Hervé Bradol, revient à Paris et accuse dans les médias les autorités françaises de soutenir les assassins. Il est alors convoqué à l'Élysée. Nous, on y allait avec une seule idée, leur dire, ce sont vos amis politiques, entre guillemets, s'il vous plaît, dites-leur d'arrêter ça. Là, ils nous disent, mais on a très peu de relations avec le gouvernement intérimaire, on n'arrive pas à les joindre par téléphone, etc. Alors que moi, je téléphonais à Kigali tous les jours. Non seulement les autorités françaises peuvent joindre au téléphone les membres du gouvernement Hutu, mais elles les reçoivent officiellement à Paris. Le 27 avril, alors que l'Allemagne, la Belgique et les États-Unis leur ont refusé un visa, Jérôme Bikamumpaka, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire, et Jean Bosco Barayagwiza, idéologue du Hutu Power et du génocide, sont reçus à l'Élysée, Matignon et au Quai d'Orsay. Politiquement, il est clair avec le recul qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir de ces contacts. Mais j'imagine que dans le feu de l'action, qu'est-ce qu'il y a comme autre responsable au Rwanda à l'époque? Il n'y a personne. Recevoir le FPR à ce moment-là, c'est reconnaître le fait qu'en Afrique, on peut changer un régime par une opération militaire montée depuis un pays étranger. C'est exactement ce que la France essaie d'empêcher depuis des décennies. À la mi-juin, le FPR progresse sur tous les fronts. Kigali est sur le point de tomber. Les autorités françaises voient donc se réaliser leur hantise, la prise du pouvoir par les anglophones du FPR. Leur discours change. Paris commence à parler de la nécessité d'intervenir. En quelques jours, une opération militaro-humanitaire est décidée. Ce sera l'opération Turquoise. Entre mission humanitaire et intervention militaire, la nature de l'opération Turquoise restera toujours ambiguë. Élaboré à l'Élysée, le plan originel de l'opération Turquoise consiste à entrer au Rwanda par le nord et à marcher sur Kigali. On s'est dit, tant qu'à y aller, autant sécuriser le plus possible le pays.
Donc autant intervenir dans la zone la plus large possible pour essayer de mettre un terme au massacre. Massacres qui peuvent entraîner des contre-massacres, des vengeances. Bon. Donc si on y va, on va essayer d'y aller largement. Donc il y a eu en effet des études pour savoir si la France pouvait intervenir partout, ou en tout cas des corridors partout qui coupent le pays, peut-être aller jusqu'à Kigali si c'était nécessaire, si c'était utile. Ce plan suppose nécessairement un affrontement avec le FPR. Après 2 mois et demi de tueries et près d'1 million de morts, l'Élysée demeure fidèle à sa logique et envisage d'entrer en guerre contre la seule force qui met fin au génocide. Le FPR à l'époque, c'est encore une fois une armée Tutsi de l'extérieur qui n'existerait pas sans la logistique ougandaise. Donc après tout, s'il y a eu un affrontement, ça aurait été, quel que soit le régime du Rwanda, ça aurait été l'application de l'accord de défense entre la France et le Rwanda. Ce n'est pas ce qui a été fait finalement. Mais le FPR, comment dire, en termes de légalité internationale, de légitimité internationale, le FPR avait moins le droit de prendre le pouvoir par la force à Kigali, avec l'armée de l'Ouganda, que la France de mettre en œuvre les accords de défense. Turquoise s'est déployé avec ses Jaguars. Imaginez, des Jaguars en Afrique. C'est tout de même, il faut le faire. Avec des hélicoptères d'attaque, avec une centaine de véhicules blindés, des gros mortiers. Alors, ce n'était pas une force qui venait dans un contexte humanitaire, c'était bel et bien une force qui venait pour arrêter l'avance du Front patriotique. Le 21 juin, les militaires de l'opération turquoise arrivent au Rwanda. Ils sont fêtés par les génocidaires, persuadés que la France vient les sauver. Mais la rapide progression du FPR oblige l'Élysée à revoir les plans de l'opération. La France renonce à prendre Kigali et limite la portée de Turquoise. Les troupes françaises se contenteront de bloquer l'avancée du FPR afin de permettre à l'armée Hutu de se replier en bon ordre. Ku Gikongoro mu kigo cya PDAG Gikongoro FPR yashatse kuhataka l'armée française barabarwanya babasubiza inyuma hanyuma bavanamo abaturage n'ibintu byari birimo hariyo imodoka iki gusa abafaransa nibo bashoboye kubivanamo n'abaturage. Les soldats français ont établi leur base la plus avancée dans la province de Gikongoro, à Murambi. L'opération turquoise a permis de sauver des milliers de Tutsis dans d'autres régions du Rwanda. Pas à Murambi. Ici, malgré la présence massive des forces françaises, les miliciens Hutus ont continué les massacres. Abafaransa baje turi urutse ko nabo baje bafatanye basa wabonaga ko bafatanyije n'interahamwe kuko baje muhari ubwo ariko nk'abagiye babahungiraho hari abo nk'interahamwe zazaga kuza gutwara abafaransa bahari ntagire icyo bakora. bazaga kubatwara aho bari bahungiye ku bafaransa hariya Murambi. L'attitude des soldats français est la conséquence directe des atermoiements de Paris. En effet, début juillet, alors que les autorités françaises désavouent enfin publiquement le gouvernement intérimaire, les forces de l'opération turquoise reçoivent l'ordre de coopérer avec l'armée Hutu. Comme l'a rapporté la mission d'information parlementaire de 1998, l'ordre de mission est le suivant: faire cesser les massacres dans l'ensemble de la zone contrôlée par les forces armées rwandaises en les incitant à rétablir leur autorité. 3 mois après le début de l'extermination, pour arrêter le génocide, Paris demande donc à ses soldats de collaborer avec l'armée Hutu, le principal artisan du génocide. Si l'intervention française a bien sauvé des milliers de Tutsis, elle a aussi permis à l'armée gouvernementale de se replier en bon ordre vers le Zaïre, emmenant dans son exil 2 millions de civils Hutus. L'opération turquoise a ainsi privé le FPR d'une victoire définitive sur les forces du génocide. Cela aura pour conséquence de déstabiliser toute la région. Jusqu'au bout,
La défense de l'influence française en Afrique aura guidé l'action de Paris. L'analyse française s'est focalisée sur la guerre qui opposait le régime Hutu au FPR. Le génocide et la nécessité de l'arrêter n'auront jamais été des priorités de l'État français. J'en ai parlé avec le président Mitterrand. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez à vous allier ainsi de cette manière presque irréversible? La réponse n'était pas très satisfaisante. Il m'a dit ce sont les serfs contre les seigneurs, a dit François Mitterrand. Les Tutsis étant les seigneurs et les serfs les Hutus. Je n'avais pas décelé chez François Mitterrand d'autres arrière-pensées que la défense d'une francophonie française, ce qui était déjà un peu trop, je crois. Oui, c'était une erreur comme... enfin, c'était une erreur criminelle, quoi. Le FPR a mis fin au génocide en reportant la guerre, mais il règne sur un désert. Plus d'1 million de Tutsis ont été exterminés en 100 jours, entre avril et juillet 1994. 2 millions de Hutus prennent la fuite et s'entassent dans de gigantesques camps au Zaïre, comme ici à Goma. La réalité du génocide est escamotée par les médias et la communauté internationale qui ont les yeux fixés sur le drame des réfugiés Hutus au Zaïre. Les populations civiles y sont tenues en otage par les auteurs du génocide qui massacrent les candidats au retour. Quand une épidémie de choléra éclate et fait 30 000 morts, les médias oublient définitivement l'existence du génocide. J'ai été furieux. J'ai été furieux parce que pendant l'opération turquoise, il y a eu une focalisation totale sur le drame des réfugiés, le drame du choléra au Zaïre. Et il y a eu un oubli absolument fascinant. Goma, la ville où il y avait le choléra, c'est à 3 km à vol d'oiseau du Rwanda. Donc, l'œil du monde était braqué sur le choléra et Goma. Et à 3 km de là, vous aviez un pays dont les collines étaient tapissées de cadavres. Il y en avait partout. Seul Goma existait. À côté, il ne s'était rien passé. Ça n'existait pas. Ça n'était pas là. Le choléra surgissait comme si c'était l'essentiel, comme si tout pouvait être réduit à ça. Et le reste était gommé. Ça n'existait pas. C'était sale, je sais pas. C'était sale. It may seem strange to you here, especially the many of you who lost members of your family. But all over the world, there were people like me sitting in offices day after day after day who did not fully appreciate the depth and the speed with which you were being engulfed by this unimaginable terror. À l'instar du président Clinton, de nombreux dirigeants internationaux ont exprimé un sentiment de culpabilité pour ne pas avoir agi pendant le génocide. Nombre d'entre eux sont allés à Kigali demander pardon. La France, elle, n'a jamais exprimé de regret public. On a vu en fait une sorte de procession à Kigali de chefs d'État occidentaux qui sont venus s'excuser de n'avoir pas agi ou d'avoir mal agi. Est-ce que la France s'inscrit clairement pas dans cette logique de repentance vis-à-vis du roi? Oui, c'est une espèce de mode un peu religieuse, là, mais bon, c'est la manie de la contrition. Je ne sais pas. Il y a eu tellement d'horreur depuis la nuit des temps qu'on pourrait y passer des journées entières à expier ce qu'on a fait tous les uns par rapport aux autres, sur tous les plans. Cette absence de culpabilité et de regret est une attitude partagée par l'immense majorité de la classe politique française. Comme le montre la mission d'information de 1998, l'opération turquoise permet même aux dirigeants français d'assumer pleinement leur politique au Rwanda. Je conçois un sentiment de légitime fierté pour la manière dont la France a montré l'exemple. À preuve, à supposer que ce soit une preuve, l'affirmation d'un journaliste qui m'interrogeait le 24 août 1994 sur une antenne de radio et qui commençait sa phrase ainsi: « Tout le monde reconnaît maintenant que le gouvernement français a bien travaillé au Rwanda, même les anciens ministres de l'action humanitaire, donc chapeau au gouvernement. » Fin de citation. Et j'éprouve donc un immense sentiment de fierté au nom de mon pays
pour l'action qui a été menée. Action dont la qualité et la nécessité ont été reconnues tant par le secrétaire général de l'ONU, qui me l'a dit à plusieurs reprises, et par le Haut Commissariat aux réfugiés, c'était Madame Ogata qui l'a reconnu publiquement. Il m'est arrivé dans ma vie politique de faire bien des erreurs. Dans ce cas précis, s'il était à refaire, je le ferais exactement de la même manière, avec la même conviction et le même enthousiasme. François Mitterrand a été le stratège de la politique française au Rwanda. Mais le fait est qu'aujourd'hui encore, en 2004, l'immense majorité des dirigeants français assume sa politique. De droite comme de gauche, ils respectent cette vieille tradition nationale. L'État a toujours raison. Dix ans après le génocide, les Tutsis du Rwanda continuent à découvrir des charniers. Jeanne habitait le quartier pendant le génocide. Ses anciens voisins Hutus ont assassiné sa mère. On a entendu que les femmes, on les avait violées. C'est ça qu'on a appris. Donc, ça veut dire que quand on veut les violer, on a enlevé les habits. Donc, de façon que moi j'ai trouvé une jupe de ma mère, mais je n'ai pas trouvé normalement son corps. Ndakwibuka mama wanjye nzasanga Maria Esperantia ndakwibuka ndakwibuka bagukubita umupanga i Masaka turi kumwe uti mwana wanjye ihangane ndakwibuka Noheli Ntiganzwa musaza wanjye twararuhanye turagenda tugera i Masaka tugeze i Masaka bamukubita umupanga ndeba ndibuka musaza wanjye Gilbert Rubangura ndibuka ukuntu bamutemaguye ndibuka Bonaventure bamurashe bamurambitse muri kaburimbo ndibuka n'umugore we bamwicisha za gerenade ndibuka umwana wanjye ukuntu yapfuye arira bamuteza gerenade abasaba imbabazi ahubwo bakamwica. Wese hari abagusabye imbabazi? Abansabye imbabazi ntabwo barafunguye barahunga. Yewe numva hakurya nsaba abana rekera bakigumira iyo bari bagataha mu ngo zabo bakandeka bazinsabye nasara banyemereye ko aribo banyiciye byansarisha. Je ne parviens pas de comprendre parce que je connaissais la force du Seigneur, le grand du ciel. Je crois que quand même, je me demandais pourquoi toujours n'a pas protégé ma famille, pourquoi n'a pas protégé les miens, pourquoi n'a pas protégé mon quartier, pourquoi n'a pas protégé mes amis, pourquoi n'a pas protégé ma préfecture, mon ethnie aussi, je m'excuse. Pourquoi n'a pas protégé les Tutsis? Ndabibuka rungano ndakwibuka Mukakalisa Dorisi wari urungano twanganyaga imyaka twarenganye twarakimye ariko bakwica urubozo ndakwibuka nigenda nikora wari umwana w'imyaka 7 upfa utazi ibyo ari byo bakwica nawe wiguribwa n'ishishi n'ibumonyo ndakwibuka Marita wapfuye utazi ibyo uri mupfa butama ndakwibuka. Consciemment, ils savent qu'ils ont tué les innocents. Hein? Par exemple, tu peux tuer mon père. Il était vieux. Tout en espérant, disons entre guillemets, qu'il a fait quelque chose.
Hein? Mais les enfants, ma jumelle, mes petites sœurs, mes grands frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ma mère, qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas? Hein? Consciemment, ils savent qu'ils ont tué les innocents. Si j'allais les tuer, à mon avis, ils allaient donner des raisons. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils allaient donner des raisons, tout en disant non, on les a tués, ils nous tuent, il y a un équilibre. Je les permettrai de se donner la raison. Hein? Alors, ils n'ont pas la raison de tuer les miens. Ils n'ont pas la raison de tuer les miens. Ils n'ont pas la raison. Ils n'ont pas la raison. Ils n'ont pas la raison. Ils n'ont pas la raison.